Bonjour chers téléspectateurs, ici Simon Duchesne. Il est actuellement 13h37 et aujourd'hui à l'émission Sur le plateau, on parle de sport, mais plus particulièrement de boxe avec Elisabeth Savard, du début de saison des Saguenay avec Rosalie Tremblay, de l'ex-athlète olympique Pamela Brindamour avec Jacob Thibodeau, du quotidien d'une athlète de haut niveau avec Valentin Meyer, de l'arbitrage dans le monde des sports avec Émile Beauséjour et du petit monde de la lutte avec Thomas Maltais. D'ailleurs, allons rejoindre. Bonjour Thomas. Salut Simon. Alors, tu es allé interviewer Marc-André Côté? En effet. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où vient son amour pour la lutte? L'amour de la lutte de Marc-André a été transmis de son grand-père à lui. Dans le fond, quand il avait 3-4 ans, c'était comme un peu une tradition chez lui. Il allait chez son grand-père, il écoutait la lutte ensemble. C'était comme une réunion pour les deux. Parfait. Depuis quand et où est-ce qu'il pratique sa lutte? Il a commencé la lutte en 2007. Il a commencé à la JCW à Jonquière sous le nom de Max Storm. Puis après ça, il a transféré en 2018 à la AWE à Chicoutimi-Nord, là où il est maintenant réalisateur pour la AWE encore. Parfait. À quoi est-ce que Marc-André compare la lutte? Il compare ça à un gros théâtre extrême. Il y a des personnages qu'on aime, il y a des personnages qu'on aime moins. Il y a comme une histoire aussi, il y a des chicanes, tout ça. Fait que c'est ça. Parfait. Qu'est-ce que tout ce beau monde-là de la lutte lui a apporté, lui, dans sa vie? Ça y a enlevé quasiment toute la gêne de son corps. Quand tu parles devant 2000 personnes, puis il faut que tu fasses des scènes, puis tout ça, puis des sauts, ben ça fait qu'il y a une certaine gêne qui s'en va. Parfait. Son lutteur préféré ou un modèle, est-ce qu'il y en a eu un dans son enfance? Depuis son très jeune âge, Marc-André il adore Hulk Hogan. Comme tous les enfants, il me dit dans le temps, là, mais vraiment son préféré c'était Hulk Hogan. Un de ses meilleurs souvenirs avec lui, c'était quand lorsqu'il a réussi à trouver un de ses posters dans l'ancêtre du première vidéo, puis il l'a gardé quasiment toute sa vie. C'était vraiment son préféré. Parfait, merci beaucoup Thomas. Alors maintenant, on va aller rejoindre Émile Beauséjour qui va nous parler un petit peu de l'arbitrage dans le monde des sports. Bonjour Émile. Bonjour Simon. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la personne que tu allé interviewer? Oui, donc en fait, je suis allé rencontrer Michel Etteson, arbitre depuis 32 ans au hockey et depuis 11 ans au baseball. Il a arbitré quelques matchs au hockey dans la AHL, soit la ligue en dessous de la Ligue nationale de hockey où le Canadien de Montréal joue. Et au baseball, il a arbitré Junior Elite, soit la ligue compétitive la plus haute au Québec de baseball. Il a également arbitré le championnat canadien de baseball en 2016. Parfait. Pourquoi est-ce qu'il manque autant d'arbitres dans le monde des sports? En fait, selon Michel Etteson, il y a plusieurs problèmes entourant l'arbitrage au Québec. Mais le plus important, c'est les parents dans les estrades. Lors de mon entrevue avec celui-ci, il m'explique que les parents ne sont pas objectifs en regardant les matchs et votent seulement pour l'équipe dans laquelle leur enfant joue. Il m'explique que ces comportements font que les actions posées par les parents rendent les arbitres mal à l'aise de faire des choix et de faire leur travail. Parfait. Est-ce que cette sensation de mal-être-là cause un problème? Donc, en fait, les arbitres, ils sont mal à l'aise parce qu'ils ont peur que les parents se fâchent. Parce que quand les parents se fâchent, ils se font traiter de non et ils se font agresser même des fois physiquement. Alors que les arbitres ne font que leur travail en étant égal pour les deux équipes finalement. Selon Michel Etteson, un arbitre doit voir le match dans l'ensemble et doit prendre des décisions objectives. Parfait. Est-ce qu'on a des solutions pour régler ce problème d'arbitre? Selon Michel Etteson, la formation des arbitres devrait être plus grande en étant comparée à des métiers un peu plus traditionnels. Il voudrait que les formations durent plus longtemps finalement pour que le cercle vicieux arrête de manquer d'arbitres. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ce cercle vicieux-là? Mais justement, le cercle vicieux, en fait, que Michel Etteson parle, c'est que les arbitres vétérans sont les formateurs. Donc, faute d'arbitres, on doit envoyer les arbitres vétérans sur les terrains. Donc, le cercle vicieux continue, donc pas de formateurs, pas de nouveaux arbitres. Parfait. Merci beaucoup, Émile. Merci. On va rejoindre Valentin Meyer et cette fois-ci, on va parler du quotidien d'un athlète de haut niveau. Bonjour, Valentin. Bonjour, Simon. Alors, tu es allé interviewer Marie-Josée Pérec? Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'elle? Donc, Marie-Josée Pérec, dans le fond, c'est une ancienne athlète de haut niveau qui a participé à 3 Jeux olympiques. Donc, elle a fait les Jeux olympiques à Séoul en 1988, elle a fait les Jeux olympiques à Barcelone en 1992 et ceux d'Atlanta en 1996. Donc, petite mise en contexte, elle est 3 fois championne européenne, 3 fois championne olympique et 2 fois championne du monde. À quoi est-ce que ça pourrait ressembler à un repas pour quelqu'un qui s'en va aux Jeux olympiques? Bien, c'est très simple. Dans le fond, les repas aux Jeux olympiques, selon Marie-Josée,
C'est beaucoup de féculents, beaucoup de légumes, beaucoup de protéines. Et si, comme Marie-Josée, vous aimez les jus ou les boissons gazeuses, c'est à éviter parce qu'il faut boire énormément d'eau. Parfait. Ça doit être très stressant, les Jeux olympiques. Sur quoi est-ce qu'il faut se concentrer particulièrement? C'est très simple. Ta concentration, elle est sur toi. Donc, sur toi seulement. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies pourquoi tu es là. Il faut que tu sois concentré pour tes prochaines épreuves qui arrivent. Et il faut que tu aies énormément de sommeil. Ça pourrait être quoi un aperçu de la sensation d'être représenté aux Jeux olympiques? Donc, selon Marie-Josée, juste aller aux Jeux olympiques, c'est comme si tu avais déjà gagné une médaille. Donc, voir tous les autres athlètes qui viennent de plusieurs pays, vous ne parlez pas nécessairement la même langue, mais vous comprenez, vous avez la même sensation et c'est juste magique. Elle a aussi fondé l'École du sport, c'est quoi? Oui, donc c'est un programme d'accompagnement pour les sportifs de haut niveau, donc les jeunes sportifs de haut niveau, pour les aider à être accompagnés là-dedans. Bien, merci beaucoup, Valentin. Merci, Simon. Alors maintenant, on va aller rejoindre Jacob Thibodeau qui va nous parler un petit peu de l'ex-athlète olympienne Pamela Brenamo. Bonjour, Jacob. Salut, Simon. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la décision de Pamela de choisir l'escrime? Oui, bien en fait, l'escrime, c'est un sport assez atypique. Et dans sa famille, c'était tous des grands fans de Star Wars. Et puis, la famille a cherché un sport qui pourrait ressembler le plus possible, au combat d'épée. Et puis, l'escrime est donc venu dans le décor. Et puis, c'est son frère, en fait, qui a commencé par en faire. Et elle, elle a voulu en faire. Et puis, elle s'est inscrite. Qu'est-ce qui rend son histoire si remarquable à Pamela? En fait, il faut remonter à l'année 2019. On est à 4 mois des qualifications des Jeux olympiques de 2020. Et puis, elle se fait une blessure appelée ACL, donc déchirure du ligament croisé intérieur qui se trouve à être au genou. Et puis, ce qu'il y a de particulier avec cette blessure-là, c'est que ça prend entre 1 et 2 ans, en fait, pour la réhabilitation. Et puis, elle pensait peut-être ne pas continuer. Et en plus de ça, il y a la COVID qui est arrivée dans le décor, donc ça a vraiment freiné sa réhabilitation. Et pourquoi, malgré cette blessure et les complications, est-ce qu'elle a décidé de continuer l'escrime? Mais en fait, ça faisait presque 20 ans qu'elle en faisait, et puis c'était son rêve vraiment de faire les Jeux olympiques. C'était son rêve d'enfant, donc elle s'est dit, écoute, j'ai encore un petit peu de temps pour essayer de réussir à faire mon rêve, et elle a réussi. Est-ce que c'est difficile de se qualifier en escrime? Assez oui, parce que ça fonctionne en classement. Donc, en fait, les 4 pays qui sont les mieux classés peuvent envoyer 3 athlètes. Et puis, elle n'était pas, le Canada n'était pas classé dans les 3 meilleurs pays, dans les 4 meilleurs pays. Et puis, elle a dû passer par la qualification individuelle. La qualification individuelle, c'est le meilleur athlète de chaque zone. Bien, merci beaucoup. Alors, c'est tout le temps qu'on avait. On te remercie. Le début de saison des Saguenayens cette année a été assez ébranlé et c'est pour ça que Rosalie Tremblay est allée interviewer l'assistant entraîneur de la formation. Bonjour Rosalie. Allô? Comment se déroule le début de saison pour les Saguenayens? Bien là, pour l'instant, ça va super bien. En 23 parties, ils ont 14 victoires et 9 défaites, dont 4 en prolongation et 3 en tir de barrage. Est-ce qu'il y a eu des blessures? Est-ce que ça a affecté l'équipe? Oui, dans le fond, il y a eu 2 grosses blessures. Maxime Massé, l'assistant capitaine, puis Cassim Godet, le capitaine, que j'ai aussi interviewé avec Olivier. Donc, Cassim me disait que même si c'est 2 grosses parts du leadership de l'équipe, d'autres joueurs vont prendre la place et qu'il n'y aura pas trop d'ébranlement. Ça leur a pris un petit bout avant de s'ajuster, mais ils ont fait quand même une super belle performance sans eux. En fait, le début d'octobre a été assez difficile pour les Saguenayens. Est-ce que tu pourrais nous en expliquer la cause? Oui, dans le fond, ils ont eu 5 défaites de suite. Puis Olivier Bouchard me disait que c'était étant donné qu'ils ont eu de la misère à faire 60 minutes au complet puis de bien les jouer comme il faut. Parfait. Charles-Antoine Lavallée, qui est le nouveau choix pour les Saguenayens, comment se déroule son intégration à l'équipe? Ça va super bien. Dès son premier match, là, il a fait un but ainsi qu'un aide. Donc, ça apporte de l'offense à l'équipe ainsi qu'une certaine maturité, étant donné qu'il a 19 ans. Donc, finit bientôt son junior majeur. Parfait. C'est quoi les attentes pour les Saguenayens d'ici le congé des fêtes? Donc, niveau victoire-défaite, ils n'ont pas d'attente, mais ils aimeraient améliorer
leur constance ainsi que leurs unités spéciales, donc ceux qui sont sur la glace, quand il y a des avantages et des désavantages numériques. Est-ce qu'on a recensé une amélioration depuis les 2 derniers matchs? Oui, donc pour être allé les voir, là, on voit déjà qu'il y a une amélioration, qu'ils ont moins de difficultés à jouer le 60 minutes et plus de constance. C'est parfait. Merci beaucoup, Rosalie. Merci. Alors, on va enchaîner avec Elisabeth Savard qui va nous parler un petit peu de la boxe. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce sport? Oui, donc la boxe, c'est un sport de combat opposant deux adversaires de la même catégorie de poids à s'affronter sur un ring en donnant des coups de poing sur le haut du corps avec des gants appropriés. En fait, est-ce que la boxe a un impact sur le mode de vie? Oui, donc la boxe est une discipline qui se dit être très formatrice dans la vie de tous les jours. Elle aide également avec le besoin de confrontation. Elle nous apprend à canaliser nos émotions comme la colère, la joie, la peur, la jalousie et à l'utiliser sur le ring contre son adversaire. L'approche des entraîneurs est toujours différente. Est-ce que ça a une influence sur la manière de boxer? Oui, étant donné que la boxe est un sport assez violent, l'approche de l'athlète peut être perçue de manière à utiliser cette colère-là dans la vie de tous les jours. Cependant, si l'athlète l'utilise de manière de créer un mode de vie sain et actif, le résultat n'est totalement pas le même. Tu es allé interviewer Maxime Dallaire, le propriétaire du club de boxe allemand, le Pugiliste. Oui. Où est-ce qu'est venue son idée de devenir entraîneur? Maxime est plongé dans l'univers de la boxe depuis l'âge de 5 ans. Il a eu plusieurs opportunités d'apprendre à enseigner la remise en forme et le sparring dans sa vie. Et c'est vraiment lorsque son aîné lui a fait part de son envie d'aller aux Jeux du Québec en boxe qu'il a eu sa licence, obtenu sa licence. Il est maintenant fier propriétaire du club de boxe Le Pugiliste. Et d'ailleurs, que signifie le pugiliste pour Maxime? Oui, donc le mot pugiliste est à la base un mot qui signifie boxeur, mais le pugiliste est l'ancêtre grec qui pratiquait le pugilat et qui est le premier sport de combat à utiliser poids et haltères dans un atteinte. C'est tout le temps qu'on avait. Alors, on tient à remercier nos journalistes Valentin Meilleur, Jacob Thibodeau, Rosalie Tremblay, Elisabeth Savard, Thomas Maltais, ainsi qu'Émile Beauséjour. Mais je tiens aussi à vous remercier, vous, chers téléspectateurs. Et si vous voulez écouter les chroniques culturelles et d'actualité, je vous recommanderais le web journal Le Pigeon dans la section